Micro-Info vous est présenté avec la collaboration de CompuCentre, Atlas Laurier, 653-5150 et aux Galeries de la Capitale, 627-3689. CompuCentre, votre spécialiste en jeu. Le réseau Internet Québec, le fournisseur de services Internet qui vous offre la meilleure garantie d'accessibilité et une transmission rapide des données. L'inforoute passe par le réseau Internet Québec. 650-2884. Bienvenue à Micro-Info. Aujourd'hui, Luc Fortin et Yves Rochefort nous présentent les dernières nouveautés en matière de jeux et de logiciels. Ghislain démystifie pour nous la compression de données. Pour ma part, je vais vous montrer comment vendre sur Internet et je recevrai des invités du site et de Sun. On commence sans plus tarder avec Luc Fortin qui va nous présenter les derniers produits sur le marché. Bonjour Luc. Bonjour. Casio vient de sortir une caméra vidéo pour ordinateur. Effectivement, Casio a mis sur le marché dernièrement une caméra qui s'appelle QV10, qui est une caméra digitale, donc qui peut prendre des informations complètement sans aucun film, qu'on peut directement envoyer dans l'ordinateur à l'aide d'un câble, que ce soit pour PC ou Macintosh. La caméra comporte 2 MB de mémoire, donc on peut stocker 96 photos qui sont en 256 couleurs, 320 par 200 ou 640 par 480. C'est à vous de déterminer le format que vous utilisez quand on importe la caméra. L'avantage de cette caméra-là, à l'arrière, c'est qu'il y a un petit écran LCD qui nous permet de voir directement qu'est-ce qu'on est en train d'enregistrer. Une prévisualisation. Une prévisualisation, exactement. Et sinon, de voir les photos après qu'ils sont prises, voir si elle est bien prise ou sinon, si on veut, exemple, effacer une photo qu'on ne voudrait pas avoir. C'est comme si on avait un développement automatique. Exactement. C'est comme un Polaroid, mais en 3 secondes. Donc, on est capable de voir beaucoup rapidement ce qu'on va faire. L'avantage que les gens vont pouvoir avoir avec ça, c'est, par exemple, un agent de voyage ou, je ne sais pas moi, un vendeur de maison va pouvoir prendre ses photos, les rentrer dans son ordinateur portatif, faire la page de publicité pour le client en même pas 20 minutes. OK. Quelques semaines, on avait regardé la caméra d'Epson. Les différences peut-être entre les deux? Là, bon, la Epson va vous donner une vraiment beaucoup meilleure définition. Vous allez avoir une super bonne définition. Par contre, elle est limitée à 32 photos et vous n'avez pas l'écran LCD. La Casio est moins bonne en définition, surtout si on va juste en 640-480, ce qui n'est pas le cas du tout d'Epson. Par contre, avec l'écran LCD, il vous permet de voir les photos à l'avance et aussi 96 photos, donc beaucoup plus de données. Okay. Une chose importante avec cette caméra-là, c'est que vous pouvez enlever les batteries et vous ne perdez pas vos photos. Donc, vous pouvez changer vos batteries et les photos vont continuer à être en mémoire sans aucun problème. OK. La caméra Epson coûtait 700 $ environ et celle-là coûte combien? Celle-là va coûter environ 900 $, beaucoup plus dispendieuse. D'accord. Maintenant, on parle de logiciel antivirus. Bien, depuis quelques semaines, les gens qui se promènent dans les magasins recherchent des produits antivirus. On dirait qu'il y a une panoplie de virus sur le marché présentement. Donc, j'en ai ici 2 logiciels les plus vendus. Norton Antivirus pour Windows 95, donc un des logiciels peut-être les plus complets, et McAfee Antivirus VirusScan, qui est aussi un autre logiciel très complet pour faire de l'antivirus. L'avantage, par contre, de McAfee, DOS et Windows 3.1. Ce n'est pas le cas de Norton pour Windows 95 présentement. OK, d'accord. Alors ici, j'ai justement un test qu'on va faire à mon ordinateur, voir s'il y a un virus. Alors de la manière que ça fonctionne, on apparaît dans l'écran ici et on a le screen d'options. Donc on peut venir ici chercher nos options qu'on veut avoir. Et une fois qu'on a toutes mis nos options, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire Scan Now. Et là, le programme va vérifier la mémoire, tout, et il va vérifier chaque fichier, voir s'il n'y a pas un virus. Alors, vous voyez que mon système n'a aucun virus. Alors, ça a pris 49 secondes à vérifier toutes mes 2 gigs. Alors, le système est complètement fermé. Et justement, Norton Antivirus peut prévenir des détections de virus. Donc, toute disquette va être insérée dans l'ordinateur, il va les vérifier. Tout fichier qui va arriver d'Internet, on peut demander qu'il les vérifie pour voir s'il n'y a pas des virus à l'intérieur. Au fur et à mesure. Que ce soit des .zip ou des fichiers ordinaires. D'accord. Maintenant, tu vas nous montrer comment se construire un réseau à bas prix et plus rapidement. C'est ça. Les gens nous demandent souvent comment on peut brancher 2 ordinateurs ensemble. Donc, avec Windows 95, on vous montre ça. Bon, Luc, tu as amené ton ordinateur, ton Pentium. Comment on les connecte?
Alors, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre un câble de connexion direct ou un Direct Cable Connection de Windows 95. Tout ce que ça nous prend un câble modem nul, série ou parallèle. Le cas qu'on a ici, c'est un parallèle parce que c'est beaucoup plus rapide. Alors, le premier ordinateur que je vais vous montrer ici, c'est mon serveur, que je vais appeler serveur, qui a son nom d'ordinateur dans le groupe, c'est Télémag. Alors, je clique ici sur le serveur. Il est déjà en mode de serveur, alors tout ce que je vais faire, c'est écouter. Et là, il va attendre que quelqu'un l'appelle. On tombe sur mon Pentium et lui ici, on fait tout simplement cliquer sur Direction Connect et lui est déjà prêt à être invité. Alors, tout ce qu'on a à faire, on fait connecter et là, les deux vont se parler. Donc, les deux s'invitent et puis là, ils se rencontrent. C'est ça, ils se rencontrent et présentement, ils vérifient si l'utilisateur qui rentre est autorisé avec mot de passe. On n'est pas obligé de mettre une gestion de mot de passe, mais il va les vérifier pareil. Mais par contre, si le serveur met un mot de passe, ça va nous prendre absolument un mot de passe pour pouvoir rentrer. Donc, une fois que les deux ordinateurs vont être connectés ensemble, on va avoir carrément un réseau. Donc, on peut avoir accès à n'importe quoi qui est sur l'autre ordinateur. D'abord que l'autre ou l'invité ait partagé son ordinateur. Que ce soit des documents, même des programmes. Des programmes ou même une imprimante. Je pourrais, à partir de mon Pentium, faire imprimer quelque chose sur l'imprimante d'un autre serveur. Alors, ici, sur mon ordinateur, on voit que la fenêtre Télémag 24 a ouvert. Et j'ai le disque D, le disque C et l'imprimante Epson qui sont partagés sur l'autre ordinateur que j'ai accès tout simplement. Alors, tout ce que j'ai à faire, si je veux accéder au C, je clique dessus et je vois tout ce qu'il y a dans l'ordinateur de Télémag. Tu pourrais les transférer là, sur le disque dur. Très rapidement. Je peux prendre le répertoire qu'il y a là et tout simplement le draguer sur mon desktop. Je le lâche et vous allez voir que les fenêtres de copie normale de Windows, ça s'ouvre et transfère. Sauf que là, présentement, il copie de ton ordinateur à l'autre ordinateur en passant par le câble. À une vitesse approximative de 115 000 baud environ, ce qui est beaucoup plus rapide qu'un modem ordinaire. Environ 5 une solution, là, les câbles, la longueur, c'est environ combien? Comme le parallèle, on parle d'environ 15 pieds là, de gros maximum, mais par contre, quand on tombe dans le série, on peut monter environ jusqu'à 800 pieds. Ça coûte environ combien? Là? Un câble comme ça, ce parallèle coûte 20$, puis série va coûter à peu près 10$. OK, ben alors on te remercie, Luc, pour ces conseils. Dans quelques instants, Ghislain dézippe pour nous des fichiers. Bonjour, Ghislain. Récemment, un de nos téléspectateurs nous demandait c'est quoi un fichier .zip et comment on le dézippe. Alors, c'est quoi? Alors, un fichier .zip, en fait, quand on parle de .zip, l'extension ZIP nous permet de comprendre que le document ou le fichier a été compressé. Quand on parle de compression, c'est un ensemble de documents qui est placé dans un seul et qui est vraiment compressé pour faire en sorte que l'espace utilisé soit moindre. Deux raisons pour ça. La première, c'est pour sauver de l'espace, soit sur le disque ou très souvent sur disquette. Mais la raison la plus importante, c'est que c'est plus facile et c'est plus rapide de transférer l'information par modem, là, ce qu'on va chercher sur Internet. Okay, donc, plusieurs fichiers qui totaliseraient 2 MB pourraient être compressés en 1 MB, dans le fond. C'est ça. OK. Où on peut aller le chercher, là, le fichier WinZip, le programme WinZip? Alors, WinZip est un utilitaire là, qui nous permet de compresser, décompresser. On peut avoir ça sur le www.winzip.com. Ce qui est important, c'est d'aller chercher la version qui correspond soit à Windows 95 ou à Windows 3.1 et de choisir la version qu'on appelle Self-Extractor en anglais. Ça veut dire qu'elle est auto-décompressable, donc c'est un .exe qui, lorsqu'on l'aura démarré, va lui-même se décompresser et s'installer facilement. OK. À l'écran, on a le programme WinZip. Alors, montre-nous comment décompresser un fichier. Alors, lorsqu'on veut décompresser, c'est un environnement Windows, donc c'est très simple. J'ai un petit bouton ici qui s'appelle « Ouvrir »,« Open ». Alors, je clique dessus. Et je vois ici un fichier qui s'appelle .zip. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire un double-clic dessus. Et ce qui est intéressant avec WinZip, c'est qu'on voit le contenu du fichier avant même d'avoir fait la décompression. Donc, tous les fichiers qui sont ici sont des fichiers qui sont à l'intérieur du .zip que j'ai ouvert. Un coup que ça c'est fait, j'ai juste à cliquer sur « Extract » pour extraire les données ou décompresser. Je choisis à quel endroit j'aimerais placer mon information, dans quel répertoire, quels sont les fichiers que je veux décompresser, est-ce que je veux tous les avoir ou seulement quelques-uns. Et un coup que ça c'est fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur « Extract » et automatiquement, mes données vont être décompressées. C'est très rapide. C'est très rapide. D'accord. Alors, on te remercie, Ghislain. Nous, dans quelques instants, Yves Rochefort va nous donner des leçons de pilotage. Bonjour Yves. Après l'explosif Top Gun Fire at Will, aujourd'hui, on a un simulateur de vol qui est encore plus intéressant? Définitivement pas mal meilleur, François. Il s'agit de ATF, Advanced Tactical Fighters, de la compagnie Electronic Arts.
Ça se trouve être la suite du fameux simulateur de vol US Navy Fighters qui est sorti en 1995. Ce qui est particulier de ce jeu-là, c'est qu'il te permet de voler des avions futuristes des années 2000 qui sont pas encore, qui volent pas encore pour vrai. Là. OK, mais ces avions-là, qu'est-ce que c'est? Ben, tu as par exemple le F-117A Nighthawk, qui lui est peut-être le seul qui a déjà fait des missions et qui a été utilisé dans la guerre du Golfe. Tu as le F-22 qui se trouve être le prochain avion de chasse américain. Le XF-29 FSW qui est un avion avec les ailes déployées vers l'avant. Le Rafale C, qui est le prochain avion de chasse français, le B-2A Spirit, qui est un bombardier invisible au radar, le X-32 Strike Fighter, qui est le remplaçant éventuel du FA-18 Hornet, qui est un avion à attérissage vertical, puis le XF-31 EFM, qui est un avion à propulseur vectoriel, donc qui n'a pas d'aileron du tout en arrière. C'est un jeu qui est à la fine pointe de la technologie, si on veut? Oui, oui, définitivement. D'ailleurs, il est basé sur l'expertise de la Janes Information Group. Janes, c'est quoi ça? La Janes Information Group, c'est un groupe qui publie des informations sur les avions militaires à travers le monde. Leurs ouvrages sont considérés comme des bibles dans le domaine de l'équipement militaire. D'ailleurs, un guide de référence sur les avions est inclus sur le CD. Puis il vous fournit des informations très intéressantes telles que des photos, des films, des plans, le diagramme des moteurs, l'information sur les armes. Okay. On peut jouer combien de missions dans le jeu? Dans le jeu, tu as 2 campagnes complètes incluant 80 missions, 30 missions individuelles ou multijoueurs au-dessus de l'Égypte, la France ou l'Est de la Russie. Le jeu offre même des possibilités infinies puisqu'il inclut le Pro Mission Creator qui vous permet de créer vos propres missions et ainsi que le Quick Mission Builder qui permet à l'ordinateur de générer lui-même ses propres missions à votre place. Dans certaines missions, est-ce qu'on peut jouer plusieurs simultanément? Oui, on peut jouer à 2 par modem ou 8 par réseau en mode coopératif ou compétitif. Si on compare à US Navy Fighter, le jeu qu'il avait fait avant, c'est quoi les nouveaux effets spectaculaires qui ont intégrés? OK. Tu as des nouvelles explosions encore plus spectaculaires que dans le premier, des terrains plus précis. Tu as également plus de 90 formes distinctes pour les avions endommagés. Ça donne une très grande précision. Puis, si tu es chanceux, tu peux notamment voir aussi les avions littéralement se couper en deux. Se couper en deux? Oui. OK. À cause du stress aérien. C'est ça. En conclusion, ce jeu représente quoi pour toi? Moi, je trouve que c'est le meilleur jeu de simulation de combat aérien depuis des lunes. Je le recommande très fortement à ces amateurs de ce type de jeu-là. Et maintenant, on passe à un jeu de stratégie. Oui, on passe à un jeu qui s'appelle Conquest of the New World par la compagnie Interplay. Intrigué en tant que tel par l'exploration de l'inconnu, tu te trouves à traverser les mers à la recherche d'un nouveau monde. Mais tu n'es pas tout seul à le faire. Il y a également des explorateurs de plusieurs autres pays qui veulent atteindre la même gloire. OK. Comment on joue en tant que tel? Bon, tu te trouves à diriger des explorateurs, des mercenaires qui sont destinés à trouver les nouvelles terres, établir des nouvelles colonies, puis protéger les nations émergentes, en fait. Pendant que tu cherches des nouveaux cours d'eau ou des montagnes, tu vas rencontrer d'autres colonies, des indigènes, amicaux ou hostiles. Il faut que tu gères tout ça. Les nations qui sont en croissance constante sont à la merci de toutes sortes d'événements comme des attaques surprises de tes ennemis ou des indigènes encore. Mais il faut faire attention parce que si tu vas trop loin, si tu attaques la mauvaise colonie ou tu brises un traité, tu pourrais faire face à l'union de toutes les autres colonies afin de t'exterminer. Est-ce que c'est difficile d'apprendre à jouer? Non, pas vraiment. Dans le jeu, il y a un tutoriel qui te montre les bases fondamentales du jeu au fur et à mesure que tu joues. OK. Combien il y a de cartes du monde différentes, là? À chaque nouvelle partie, tu as un nouveau monde qui est créé de façon aléatoire. Donc, il y en a un nombre infini. OK. En résumé, c'est un jeu qui vaut la peine? Oui, c'est un jeu qui en vaut la peine. Puis on dit que seulement à travers un mélange de diplomatie, d'exploration, d'échange et de combat, tu seras en mesure de bâtir la nation parfaite, de déclarer l'indépendance, puis d'expérimenter le vrai pouvoir de la conquête. D'accord, merci. On rappelle aux gens qui peuvent te rejoindre au Compucentre, Place Laurier, Galerie de la Capitale, au numéro... Qui sont indiqués à l'écran présentement. Merci, Yves.
Je suis maintenant accompagné de M. Roy Farhat de Uniforum. Bonjour, M. Farhat. Bonjour. Uniforum, qu'est-ce que c'est? Uniforum, c'est une organisation à but non lucratif qui regroupe des individus et des organismes principalement intéressés par les systèmes ouverts, notamment Unix. OK. Vous allez tenir bientôt 2 grands événements. Pouvez-vous en parler un peu? Oui, en fait, le 29 et 30 avril au Hilton, Québec, il va y avoir 2 événements. Le premier, c'est Interop à Québec. Interop, pour les gens qui savent ce que c'est Interop, c'est le grand salon des télécommunications. Normalement, ça a lieu à Atlanta ou à Las Vegas. Donc, on essaye de reproduire, mais toute dimension réservée, le même événement à Québec. Le deuxième événement, on l'appelle client-serveur à Québec. Donc, le premier Interop à Québec, les sous-thèmes de cet événement-là, c'est la connectivité, les réseaux locaux, les réseaux étendus, l'intégration. Tandis que client-serveur, ça parle plus de l'informatique en mode client-serveur, les bases de données, le développement d'applications, etc. Donc, les 2 événements ont lieu en même temps, à la même date, le 29-30 avril au Hilton de Québec. Et c'est sur 2 jours. La première journée, c'est de la formation. Donc, il y a une formation sur la sécurité Internet. Ça s'appelle sécurité Internet, serveur, réseau, firewall ou pare-feu et transactions. Tandis que la deuxième journée, il y a une quinzaine de conférences sur 3 pistes en parallèle avec un salon des exposants qui a lieu dans la salle de bal du Hilton. Et cette année, on a comme conférencier invité M. Rob Kolstad, un vieux routier Unix et système ouvert et Internet qui vient de la Californie pour la conférence d'ouverture. En quoi ce salon est majeur à Québec? Majeur dans le sens que c'est le plus grand événement qui a lieu à Québec, dans l'Est du Québec, je dirais aussi dans tout l'Est du Canada. Du côté de son auditoire technique. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir des milliers de personnes qui vont être présentes à cet événement-là, mais parce que les gens qui vont être là, c'est des gens qui sont vraiment des professionnels en informatique. C'est des analystes. C'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui doit aller à ce salon-là. Monsieur Tout-le-monde pourrait aller au salon des exposants, mais Monsieur Tout-le-monde pourrait ne pas se retrouver dans les conférences. Les conférences s'adressent plus à des gens qui sont vraiment en informatique, en développement, en télécommunication. C'est des programmeurs, des analystes, des chefs de projet, des chefs de section, des responsables de réseau, des gestionnaires de système. Surtout, on focus sur ces gens-là. OK. Vous m'avez dit tout à l'heure, avant qu'on commence l'entrevue, qu'il allait avoir une espèce de connectivité spéciale avec une T1. J'aimerais que vous expliquiez ça. En fait, les kiosques des exposants dans la salle de bal vont être interconnectés en réseau local. Et d'ailleurs, c'est Bell Canada qui commandite cette connectivité-là. Et par la suite, on va avoir une connectivité vers l'Internet via un lien T1, donc à haute vitesse, 1.54 mégabits seconde, entre le Hilton et le routeur du RISC, le réseau interordinateur scientifique québécois, et par la suite, un lien vers l'Internet, donc via le RISC à 10 mégabits seconde. Si on veut avoir des renseignements pour ce salon-là, où on peut appeler? 684-0249 comme numéro de téléphone. Et ça se tient, on le rappelle, à quel moment? Le 29 et le 30 avril. Le 29, la journée dédiée à la formation. Le 30 avril, journée des conférences, 15 conférences en parallèle sur 3 pistes avec le salon des exposants. D'ailleurs, je vais vous laisser environ 200 ou 250 invitations. Ah, merci. Ça, c'est des invitations pour le salon des exposants. Alors, ça vous donne le droit d'aller visiter le salon des exposants, mais non pas assister aux conférences, parce qu'il y a un coût associé à ça. Si vous voulez vous procurer l'une de ces invitations VIP, vous n'avez qu'à passer au studio de Télémac 24, qui sont situés au 2700 Jean Perrin, bureau 120. Vous pouvez appeler au 670-9078 pour avoir des informations s'il y en reste. Je vous rappelle que le salon se tient le 29-30 avril. Alors, M. Farhat, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Nous, dans quelques instants, on rejoint un invité du site, M. Bernard Ouellette.
Le site, ou si vous préférez Solutions Internet technologiques, est responsable de l'adaptation du populaire furteur Netscape en français. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Bernard Ouellette, un représentant du site, avec qui nous allons parler de la construction de pages web. Bonjour, M. Ouellette. Bonjour. Quand on veut construire une page web, il y a des règles de base. Il y a beaucoup de choses à respecter. Bon, il y a souvent, quand on navigue sur Internet, des sites qui sont très bien faits, il y a des sites qui sont un petit peu moins bien faits, et ça devient pas très agréable de naviguer dans des sites qui ne sont pas très bien faits. Donc, il y a des règles à respecter, c'est très important. Il y en a quand même un certain nombre de règles, parce qu'on veut faire un site le plus parfait possible, il y a un certain nombre de règles à respecter, mais par contre, il y a des règles de base. Par exemple? Bon, les règles de base, c'est d'éviter de placer des grandes images, des images de grandes dimensions. Ça crée des ralentissements énormes pour le transfert. Également, éviter de tout mettre notre site sur une seule page. Donc, quand on défile, l'utilisateur est obligé de défiler toute la page au complet pour avoir toutes les informations. Et quand on veut revenir, il faut remonter à la page. Alors, ce n'est pas très agréable. Il faut éviter ça. Il faut plutôt arriver et de présenter une page d'accueil qui, elle, va nous amener, va nous présenter, par exemple, un menu qui va nous proposer, donc, différentes sections qui, par la suite, va nous apporter à d'autres pages qui, là, également, vont nous amener dans d'autres sections ou sous-sections. Donc, il faut bien, au départ, préparer son site sur une feuille de papier, au crayon, au brouillon, et d'établir les hiérarchies, finalement, de notre site. Des liens hypertextes qu'on doit faire. Exactement, des liens hypertextes, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, éviter de mettre également un paquet d'adresses, un paquet d'informations sur la première page. Ça, c'est encore là une chose à éviter parce qu'on a trop de choses sur la première page. Souvent, on ne reste pas sur cette page-là, on va voir les autres adresses. C'est ça. Donc, quand on va voir d'autres adresses, là, à ce moment-là, bien, il faut faire en sorte aussi qu'on peut revenir là, le mieux possible. Quand on a d'autres pages qu'on propose, donc on est rendu dans d'autres pages de notre site, il faut également prévoir de toujours avoir des boutons qui nous ramènent à la page principale et non pas éviter de le faire à l'utilisateur de presser 10 ou 15 fois le bouton retour à l'arrière ou back pour revenir à la page de menu et aller dans une autre section. Donc, toujours avoir des menus constamment dans les autres pages qui peuvent nous rapporter à une autre section directement ou à notre menu principal directement. OK. Si on parle un peu plus d'esthétique, là, mettons, choisir un fond, est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez nous donner? Il faudrait avoir un fond, soit un fond texturé sobre ou une page la plus sombre possible et non pas une page très claire qui va fatiguer l'œil. Et il va également faire en sorte qu'on va avoir de la misère à voir les écritures, les textes là, qui sont... Également, les agencements de couleurs. Il y a des agencements qu'il ne faut pas faire du jaune sur du blanc, bien sûr. On ne voit pas grand-chose. Des fois, il y a des pages sur lesquelles on tombe, puis on ne voit carrément pas le texte. Donc, les gens ne restent pas nécessairement longtemps. Également, il faut aussi dire que l'intérêt d'un site, c'est qu'on revient. Si on fait un site qui offre des informations courantes qu'on retrouve un peu partout, les gens vont venir une fois et ils ne reviendront pas. Donc, il faudrait éviter ça et d'offrir toujours des nouveautés, rafraîchir son site, c'est très important. D'apporter toujours des nouveaux produits, si on a des produits à offrir ou des nouveaux liens ou des nouveautés, etc. Ça serait important d'amener des nouveautés, rafraîchir un petit peu son site de temps en temps. Okay. Si on veut construire un site web, est-ce qu'il y a des logiciels que vous pouvez aussi conseiller, là? Oui. Bon, c'est sûr que c'est un langage qu'on appelle le HTML. Lorsqu'on construit un site web, il y a des nouveaux logiciels qui viennent de sortir ou qui sont sur le point de sortir qui nous facilitent la tâche et nous évitent de programmer en HTML. Je pense à un logiciel de la compagnie Adobe qui s'appelle PageMill. PageMill, c'est carrément un peu comme de l'infographie. On prend une image, on la place, on écrit un texte ou un titre et on le tape directement et non pas de mettre la programmation, dire qu'est-ce qu'on veut dire, etc., etc. Donc, ces logiciels-là vont nous permettre de faciliter notre travail de construction d'une page web et d'éviter d'apprendre le HTML. Ce n'est pas quand même des logiciels qui sont magiques. Et ça débute, c'est pas encore hyper perfectionné, sauf que c'est un bon outil de départ pour les gens qui ne veulent pas apprendre le HTML. Du côté de PC, PageMill, c'est pour Mac.
Du côté PC, il y a Microsoft qui a acheté un produit d'une compagnie qui s'appelle Vermeer. Le produit s'appelle Microsoft Front Page. Jusqu'à tout récemment, on pouvait se le procurer gratuitement en version bêta sur le site de Microsoft et on pouvait l'évaluer. C'est un beau produit, très bien fait, assez complet également. D'accord. Si on termine en parlant du site, vous faites votre trousse qu'on voit présentement, le passeport Internet en français. C'est la version 1.0. La version 2.0, quand est-ce qu'elle va être disponible? À quand la fameuse date? On se le fait beaucoup demander. À quand la venue? On ne peut pas vous donner une date précise parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent arriver, des trucs aléatoires. Par contre, on peut vous dire que dans les environs de la mi-mai, on pourrait se procurer dans les magasins la trousse, ce passeport Internet tout en français, version 2.0. Il y a un petit peu plus de produits à l'intérieur de la trousse, plus que Netscape et Eudora. Il va y avoir d'autres produits complémentaires qui vont nous aider à bien naviguer ou à comprendre les logiciels qui vont être inclus dans la trousse. Et où on peut rejoindre le site? On peut nous rejoindre au 683-1189 et on est ici dans la région de Québec. Et vous avez aussi votre page web où on peut laisser sûrement des messages, des emails. Oui, www.sit.qc.ca. Vous pouvez aller dans notre page. On parle régulièrement des nouveaux produits Netscape parce qu'on est un partenaire de Netscape. Et presque à tous les jours, il y a de nouvelles informations. On vous remercie, M. Ouellette. Donc, c'est en montant un serveur web sur l'Internet et en construisant des pages web qu'on peut arriver à se vendre lorsqu'on est une entreprise. Cependant, si vous voulez organiser une simple vente de garage, il y a d'autres solutions plus simples qu'on voit à l'instant. Vous pouvez placer une annonce dans l'un des 13 000 forums de discussion de Usenet. Par exemple, présentement, nous regardons le forum Montréal Vendre for Sale, qui contient quelques annonces. Comme ici, on a une annonce d'une Mazda 323 à vendre. Ensuite, ici, on a une annonce de logiciels, plusieurs logiciels à vendre. C'est une façon de faire. Cependant, il existe des sites web de petites annonces classées plus visuels et surtout plus intéressants pour les acheteurs, de même que pour les vendeurs. Le site Les Petites Annonces Classées du Québec se classe parmi les meilleurs du genre. Conçu par Jean-François Ménard, il regroupe ce qu'on en appelle des PAC, c'est-à-dire des petites annonces classées, des particuliers du Québec tout entier en tenant compte des distances. Comment ça fonctionne? Tout d'abord, on choisit de quelle ville on provient. Par exemple, nous allons prendre la ville de Sainte-Foy ici. Cela permet de vous assurer que vous verrez toujours les PAC les plus près de vous en premier. C'est-à-dire, si quelqu'un a placé une annonce à Sainte-Foy, vous allez l'avoir en premier. Après ça, peut-être quelqu'un de Québec et on va s'en aller vers le nord et le sud. Les différentes annonces sont regroupées dans des rubriques connues comme informatique, habitation, vente, etc. On va regarder en informatique. Alors, comme je vous l'avais dit, les premières annonces, ce sont tous des gens qui sont à Sainte-Foy. Alors, si on descend, on va commencer à voir des gens un peu plus loin. Combien il en coûte pour placer une annonce? Rien pour l'instant. L'auteur du site vous propose de placer une annonce gratuitement pour une période de 4 mois. Tout ce que vous faites, vous cliquez sur « Ajouter » et vous remplissez le formulaire décrivant l'article que vous voulez vendre. Le site Annonces classées, conçu par le guide Info Québec, celui-même qui nous avait présenté le guide pour le sirop d'érable, est un site très simple qui fournit une dizaine de rubriques, que ce soit l'ameublement, vidéo informatique, un peu comme l'autre site qu'on a vu précédemment. L'avantage de ce site, c'est qu'il contient un outil de recherche qui vous permet d'effectuer une requête pour trouver plus rapidement le type d'article que vous recherchez. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous rappelle que le Micro-Info est en première diffusion le vendredi à 20h et en reprise toute la semaine. Si vous voulez consulter notre page web pour obtenir plus d'informations, nous vous invitons à le faire dès maintenant.